présenter donc nos intervenants qui ont eu beaucoup de mérite pour venir ici, surtout Luc Foulquier qui vient d'Aix-en-Provence, qui est ingénieur en écologie, qui est un des responsables de la commission énergie, c'est ça, au niveau du Parti communiste français au niveau national, et qui habite et milite à Aix-en-Provence. Voilà, donc il y a aussi Patrick Durand, qui est plus connu évidemment ici, puisqu'il est retraité d'EDF, c'est ça? Ça n'existe pas, EDF. Ça n'existe plus. Retraité des IOG. Des IOG, oui, excuse-moi. Et donc, qui est élu aussi communiste front de gauche à Pont-de-Clair. Et nous avons aussi le troisième invité, c'est Sébastien Elka, qui est ingénieur en aéronautique, excuse-moi, qui est rédacteur adjoint de la revue Progressiste, qui a été créée depuis 2 ans, je crois, dont vous avez des exemplaires disponibles derrière vous au prix de 5 euros. Donc c'est Sébastien qui va animer notre débat, puisqu'il est beaucoup plus pointu que moi sur ces questions. Dire un mot avant. Alors déjà juste pour préciser au niveau de la revue Progressiste, c'est pas pour faire une page de pub, mais je pense que vu l'environnement, la discussion ce soir sur un sujet extrêmement important, la revue Progressiste, elle s'attache à travailler ce genre de sujet justement. C'est une revue qui a été créée il y a 2 ans dans le cadre du travail du parti sur le projet. Donc il y avait eu la revue du projet qui est sa grande sœur créée en premier. Celle-ci a été créée dans un second temps avec l'idée d'avoir un regard plus particulier sur les enjeux scientifiques, techniques, environnementaux et sociétaux, mais disons un lien avec le monde scientifique et technique, de cette façon-là. Dans ce sens-là, c'est un travail qu'on mène à une 40aine de personnes qui nous a fait faire une 12aine de dossiers. On est en train de travailler sur le 12e. Et qui permet à chaque fois de se donner un regard un peu complète. On essaye à chaque fois de faire un panorama de la question abordée dans le dossier, en plus d'un certain nombre de rubriques derrière. Donc, notamment par rapport au débat de ce soir, on a un numéro qui était consacré aux énergies renouvelables, voilà, dont je vous conseille la lecture si vous ne l'avez pas lu. Voilà, ça de la page de pub, je la referme. Simplement, je voudrais féliciter la Fédération de l'Isère, alors déjà globalement pour ces rencontres au sens large, en particulier pour celle de ce soir, parce que il me semble que l'énergie, c'est vraiment un des sujets, on en parle beaucoup, on en parle très souvent, mais c'est un sujet sur lequel il est important de vraiment avoir les idées claires, parce que c'est un point de rencontre de beaucoup de problématiques assez complexes, de problématiques extrêmement importantes dans notre société, et du coup sur lesquelles il est, à mon avis, légitime et logique qu'il y ait des positions divergentes qui s'affirment. Et en même temps, dans beaucoup de cas, ces positions qui s'affirment, elles ne sont pas forcément très solides ou elles ne prennent pas les choses dans leur ensemble. Et donc, il est important, en particulier si on est dans une logique progressiste, qu'on tâche d'avoir tous les éléments en main et de bien comprendre de quoi on parle. Je dis enjeu important, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ça je vais laisser Luc et Patrick être plus dans les détails. Moi, je me contente de l'animation. Je pense que moi, je vois 4 grands enjeux sur cette question d'énergie. Moi, il me semble qu'il y a évidemment, le premier enjeu qui vient dans la période, dans ces dernières années, c'est la question environnementale, écologique et en particulier la question des émissions de gaz à effet de serre, qui est évidemment une des grandes problématiques de l'énergie. Il y a un enjeu économique qui est évidemment très important. Ça, bon, je pense qu'on l'a très vite en tête dès qu'on parle d'énergie. C'est tout de suite des chiffres en dizaines de milliards d'euros. On est tout de suite sur des nombres d'emplois très importants, sur des activités économiques très importantes et des très gros chiffres, donc c'est aussi une dimension importante. Il y a une dimension dont on parle beaucoup moins, et c'est dommage, qui est une dimension sociale, parce que j'entendais hier, il y a eu un très bon documentaire diffusé cette semaine. Alors je dis très long, je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout, donc je garde quelques réserves au cas où la fin soit un peu décevante, mais un documentaire sur la question de l'électricité, puis plus globalement d'ailleurs il parle de l'énergie, sur Arte. Il y a quelques approximations dedans, mais il pose très bien la question de la précarité énergétique, notamment. Il y a une 40aine de millions de personnes, au moins en Europe, qui ne se chauffent pas pour raisons économiques, qui n'ont pas les moyens de se chauffer. Et évidemment, ça a des enjeux énormes en termes de santé, en termes d'exclusion, en termes de désespérance sociale. Alors, il y a un très gros enjeu sur cette question sociale qui est aussi dans l'énergie et qui, à mon avis, dont on ne parle pas assez. Et puis le quatrième, c'est sans doute la question de la sécurité ou de la sûreté.
Alors, à tous les niveaux, parce que ça commence évidemment avec la sûreté, la sécurité des installations elles-mêmes, et on en parle beaucoup pour les installations nucléaires souvent, mais il ne faut pas croire que les barrages hydroélectriques sont exempts d'enjeux de sécurité, il ne faut pas croire que les centrales à charbon ou à pétrole n'ont pas des enjeux de sécurité, notamment sanitaires, avec la question des particules fines ou ce genre de choses. Et puis plus globalement, c'est des enjeux de sécurité aussi du réseau, de l'électricité. Nos sociétés modernes, elles sont complexes et elles ont besoin d'avoir des réseaux énergétiques qui fonctionnent bien. Quand on coupe l'électricité dans une région pendant un certain temps, pour quelle que soit la raison, c'est des activités vitales qui sont coupées. Donc il y a un enjeu de sécurité des réseaux, et puis évidemment, à l'échelle encore plus large, il y a une question géopolitique très importante. On pense beaucoup au pétrole, à la géopolitique du pétrole, on sait que c'est un enjeu énorme, c'est la cause de beaucoup de guerres, et dans le monde instable dans lequel on est, il est certain que la question de l'énergie n'a pas fini d'être un enjeu géopolitique important, une question de sécurité internationale importante. Donc voilà, moi je voulais juste poser ces éléments-là parce que il me semble que quand on parle d'énergie, on a ces 4 grands drapeaux au-dessus de la tête, la question écologique, la question économique, la question sociale, la question de la sécurité et de la géopolitique. Donc ça nous permet de mesurer un peu l'importance de parler de ces sujets-là, je pense, et d'en parler en prenant tout bien en compte. Donc je m'arrête là sur la petite introduction, je donne la parole à Luc. On va aller à l'essentiel, j'en sais rien, on va tester les trucs. Bon, je sais un peu les questions qui se posent, puisqu'il y a des organismes scientifiques où j'étais responsable du service environnement, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui a toute une équipe qui travaille sur la perception des risques. Alors j'ai les dossiers depuis 25 ans, et donc ça nous permet tous les 6 mois de regarder les questions que se posent les gens. Bon, c'est assez extraordinaire parce que ça évolue. À un moment donné c'est l'emploi, puis à un moment donné c'est la pollution atmosphérique, à un moment donné c'est le nucléaire, ça bouge. Mais pas tant que ça. Alors après, quand on regarde les réponses sur les contenus, ce qu'on veut qu'on discute, là je vais en dire 2 mots, on est un peu quand même effaré de l'état de la culture scientifique et technique de la population française. Alors c'est pas le sachant qui parle du non-sachant, puisque lorsque je me retrouve à un débat sur le logement ou sur, je sais pas moi, la chimie ou la métallurgie, j'y connais rien, donc c'est pareil, je suis dans la même situation. Bon, c'est comme quand je vais chez mon garagiste, moi j'y connais rien en bagnole, c'est lui qui m'explique. Donc on est toujours à la fois enseignant et sachant, quoi. Hein, le seul avantage qu'a sur un sujet donné l'enseignant, c'est qu'il a bossé la question par rapport aux autres qui n'ont pas eu le temps de la bosser. C'est aussi simple que ça. Tout le monde, c'est voilà. C'est une première réflexion, ça d'ailleurs. Hein. Parce que pour tout vous dire d'emblée, j'ai une sainte horreur de ceux qui ont réponse à tout avant d'avoir travaillé, quoi. Puisque, après tout ce que je dis, moi je me pose encore des tas de questions, je ne comprends pas comment il y en a qui ont tout résolu. Il faudra qu'ils m'expliquent, moi je suis là d'avoir tout résolu. Alors, en introduction, je me suis dit, j'avais envie, et j'ai un peu regardé encore ce matin, à vous poser et à nous poser 4 questions de société. Très loin du sujet, mais peut-être ça donnera des pistes. La première question, c'est l'impact de l'actualité et les rapports entre la manière dont l'actualité est perçue par les gens et la manière dont les gens réagissent à cette actualité qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. Alors j'ai pris un exemple dans ma fédération, il y a une usine qui s'appelle LTO, qui est une usine de bauxite, où il y a toujours eu, depuis plus d'1 siècle, une usine d'alumine, pardon, à partir de bauxite, où il y a toujours eu des problèmes de pollution, quand on s'est battu avec les élus, le parti, les syndicats, pour éviter les pollutions. Et maintenant, on est arrivé au stade où, alors qu'on a réglé un certain nombre de questions, la bataille repart de plus belle, c'est à Gardanne, et une véritable bataille est organisée par Ségolène Royal, avec un certain nombre de mouvements qu'on va qualifier d'écologistes, entre guillemets, avec 3 guillemets, qui consiste à dire, il n'y a plus qu'à fermer l'usine. 700 travailleurs, alors que nous, on répond à cette question, la question, c'est pas de fermer. La question, c'est de produire autrement et de mettre en œuvre tous les moyens scientifiques et techniques pour éviter les pollutions. Ce qu'on sait faire. On va bien derrière, vous voyez, le genre d'opération.
Donc c'est une première réflexion sur, au fond, comment nous tous, on a tendance à fuir les problèmes et à les foutre ailleurs, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, si cette usine ferme, comme elle est unique au monde, puisqu'elle fait l'alumine technique, ce qu'on appelle l'alumine technique, qui se trouve, par exemple, dans tous vos téléphones, mais cette usine se fera ailleurs. Et ailleurs, elle polluera à ce moment-là, et on peut se poser la question si les fonds de pension n'ont pas derrière la tête l'idée de fermer pour aller polluer ailleurs, là ils ne seront pas embêtés. Alors, la conséquence est assez extraordinaire, parce que il y a eu un tremblement de terre dans la région, dans le midi de la France, il y en a tout le temps. Donc il y a eu une secousse sismique, un samedi à 23h40, la semaine dernière. Et bien tenez-vous bien, ça a paniqué les réseaux sociaux, où les gens ont échangé leurs impressions, tout de suite. Ça bouge, hein. Et tenez-vous bien, voilà ce que dit la presse, et qui est vrai. Certains ont imputé ce phénomène aux essais effectués par l'usine de biomasse. C'était un projet d'usine de biomasse pour remplacer l'usine de charbon. Donc le tremblement, c'était l'usine. On ne sait pas pourquoi. Il y a mieux que ça. Ce tremblement était dû pour les gens à un dégazage de l'usine Alteo d'alumine. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a mis dans la tête des gens, les déclarations de Ségolène et d'autres, que cette usine, c'était gravissime. Ça s'imprègne dans la tête des gens, et la première réaction qu'il y a sur un truc, c'est de dire c'est l'usine. En réalité, c'était un tremblement de terre. Alors, si ça vous intéresse, vous irez lire le livre de Bronner, G. Bronner, qui s'appelle La démocratie des crédules, qui est un sociologue, mais un vrai. Alors, ce que j'appelle un vrai sociologue, c'est celui qui fait des expériences, qui a fait des véritables études du style de ce qu'elle veut dire, je n'ai pas le temps de détailler, mais il démontre, avec des tas d'exemples, des tas d'exemples concrets, où par exemple il questionne 1000 étudiants sur un sujet, et sur 1000 étudiants, il y en a au moins, au moins 800 qui se trompent, parce qu'il y a un défaut de perception. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est, entre autres, cette idée que ce qu'on perçoit est en général faux. Ça, c'est très important à comprendre. Je pense que Marx avait compris. Et que par conséquent, ce qu'on perçoit doit être décodé pour voir où est la réalité concrète. Grande question philosophique. Deuxièmement, ce qu'on perçoit, on croit le percevoir, mais en fait, on a peut-être foutu dans la tête. Et enfin, la peur, le sentiment de peur est une manière de gouverner, dans la mesure où, lorsqu'on a peur, ce qui est normal d'avoir peur d'ailleurs, heureusement, mais la tendance naturelle, c'est j'ai peur parce que je ne comprends pas. Et lorsqu'on ne comprend pas, on a peur. Bon, moi, quand j'ai commencé à faire de l'escalade, j'avais une trouille pas possible. Bon, j'étais pas brillant 10 ans après, mais enfin, j'avais un peu moins peur. C'est-à-dire, au fur et à mesure où on maîtrise quelque chose, le sentiment de peur diminue. C'est vrai sur la question de l'énergie, mais c'est vrai sur la question du racisme. C'est la même procédure intellectuelle. J'ai peur de l'autre. Je vais me prendre mon boulot, c'est peut-être conscient ou inconscient, donc je leur dis, rentrez chez vous et surtout pas chez moi. Derrière, c'est quand même cette question de peur. Bon, première réflexion, vous en faites ce que vous en voulez. Oui, vous voyez où je place la question de l'énergie. Deuxième question, alors ça c'est une énigme, je ne détaille pas, mais on pourra en discuter. C'est la question des rapports de l'homme et de la nature. Là, on pourrait discuter longtemps. Je vais dire les choses rapidement. La nature se fout de nous. Si on n'était pas là, elle existerait quand même. Il y a bien une nature sur Mars. Bon. La question pour nous, c'est qu'il y a une nature, donc il y a des problèmes d'énergie, mais c'est nous qui maîtrisons l'affaire. Ce n'est pas la nature qui maîtrise nos problèmes, c'est nous qui les maîtrisons. Donc la question, c'est comment on les maîtrise. Donc la question, c'est quels sont les types de rapports qu'ont les hommes entre eux pour maîtriser les questions posées. Mais ça va plus loin, cette affaire. C'est qu'il y a quand même une énigme dans cette histoire. Pourquoi l'espèce humaine est unique? Il y a que, dans plein d'espèces d'insectes, il y a
des multitudes d'espèces chez les mammifères. C'est curieux que chez l'homme, l'espèce humaine, il y avait plusieurs espèces, il n'y en a qu'une qui a résisté, c'est l'Homo sapiens. Même si on sait aujourd'hui qu'il s'est croisé avec l'homme de Néandertal. Mais qu'est-ce qui fait que l'Homo sapiens est resté en tant qu'espèce alors que le Néandertal a disparu? On va en discuter le moment si vous voulez. Ben, en clair, aujourd'hui, ce qui ressort de ça, c'est que c'est l'évolution culturelle de l'Homo sapiens qui domine. Et c'est le facteur culturel de ces rapports à la nature qui fait que l'Homo sapiens a fait disparaître l'homme de Néandertal. Ce que d'ailleurs Darwin avait expliqué. Troisième réflexion, qui est plus une réflexion du parti. Moi, je suis à la commission écologie du Parti communiste énergie. J'ai été un des, entre guillemets, créateurs au début. Elle date de 1969. On a écrit des montagnes de trucs, j'ai la liste ici, je ne vais pas vous la lire, mais des montagnes, des bouquins, des articles, des tas de trucs. Et la question, c'est qu'est-ce qui reste? Bon, il est clair, et c'est pas vrai que pour ça, que le Parti communiste et ses adhérents, mais il faut discuter de ça, ont un mal fou à s'approprier leur propre politique. Alors ce que j'appelle s'approprier, c'est d'abord la connaître, puis après la connaître, c'est la mettre en œuvre. Et donc on aboutit à une contradiction terrible, c'est du style, le parti, par exemple, communiste, ne s'est jamais occupé d'écologie. C'est faux, c'est archi faux. Moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Marxisme et environnement en 1972. 1972. Vous voyez un peu? Bon. On a écrit un autre, il y a plein de choses. Mais c'est comme toute une série d'autres questions. Il y a le blackout total là-dessus. J'avais une autre remarque, mais bon, j'ai pas le temps de la faire. Ah si, quand même, peut-être je dois l'avoir par là. Voilà. Alors celle-là aussi, mais je parle devant un gars qui est plus fort que moi. J'allais dire, n'ayez pas peur, la question de l'énergie ne se pose pas. C'est idiot de dire qu'il y a une question de l'énergie. Tout est énergie. Nous ne pouvons pas manquer d'énergie, puisqu'il y a des lois physiques qui s'appellent la loi de conservation de l'énergie. Il y en a partout de l'énergie, tant qu'on veut. La question qui se pose, c'est comment on fait. Mais ce n'est pas la question de pénurie énergétique, ça ne peut pas exister, ça. Alors, je suis allé regarder les travaux d'un cosmologue, c'est-à-dire des gars qui travaillent sur les étoiles, etc. Et je me suis fait expliquer des trucs intéressants. Qui est d'actualité, puisqu'on vient de découvrir qu'Einstein avait raison sur les ondes gravitationnelles, phénomène qui va révolutionner tout. Mais ça, bien entendu, on n'en parle pas. Après une explosion de Big Bang. Mais voilà. Actuellement, nous sommes capables de plonger dans le passé avec les télescopes les plus puissants, qui nous livrent l'univers observable. On est autour de 1000 milliards de galaxies. Quand on sait qu'il y a le Soleil, les galaxies, voilà, Vous savez que la question la plus dure à faire comprendre, à expliquer aux gens, y compris moi, c'est les questions de temps et les questions d'espace. 1000 milliards de galaxies, et nous savons aujourd'hui que nous ne connaissons que 0,5% de la matière existante. On a de la marge, hein. Alors maintenant, c'est formidable, parce qu'il y a la matière noire, il y a la matière sombre, il y a 36 sortes de matière. Il y a même des théories modernes, peut-être tu connais, moi je ne sais pas le truc, qui s'appelle la théorie des cordes, qui semblerait indiquer qu'il y a plusieurs univers, il n'y en a pas qu'un. Alors à l'origine, vous vous rappelez, on croyait qu'il y avait la Terre, et puis tout tournait autour. Aujourd'hui, on en est au stade de se dire où sont les autres univers par rapport au monde. Donc tout ça, pour tranquilliser tout le monde, on est peinard. Alors après, je me suis dit, une fois qu'on a cette réflexion, ils vont dire c'est un rigolo, ils ont raison, parce qu'on n'est pas là pour s'ennuyer, enfin essayer. Je constate, je vais en détailler, t'inquiète pas, que la question la plus débattue en France depuis 50 ans, c'est la question énergétique. Ça c'est clair. Écoutez, en ce moment, depuis un an par exemple, on est au rythme d'à peu près ça de publications par mois. Les rapports, il y en a tous les jours qui tombent. Et ça se comprend, je ne veux pas détailler, ça se comprend, c'est que si on place tout au même niveau, et vous voyez, derrière, il y a compris des critiques par rapport à mon parti, on place tout au même niveau,
Mais l'art de placer tout au même niveau, c'est de rendre tout secondaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui est primordial? Je ne mets pas au même niveau l'énergie et le reste. Pour une raison simple. C'est que sans énergie, on ne peut rien faire. Vous ne pouvez même pas marcher le matin. Vous avez besoin de prendre votre petit-déj. Donc c'est une question vitale. Alors en fait, je crois qu'il y en a 3 de questions vitales, pas plus. Il y a l'énergie, qui a différentes formes, mais sans énergie, il ne se passe rien. Rien. Même pas se déplacer. Alors je pourrais vous détailler comment on fait les calculs aujourd'hui, qu'un esclave, ça représentait l'équivalent de tant de chevaux, et puis après on avait les chevaux, et puis que la machine à vapeur représentait tant de chevaux. Mais c'était ça. L'esclavage, c'était un bilan énergétique. Combien l'individu produit d'énergie? Et c'était l'exploitation de l'énergie humaine. Voilà. Alors, vous voyez bien derrière ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on progresse toujours dans la manière d'utiliser l'énergie. Et donc l'humanité, par la science, va chercher toujours là où il y en a le plus. Et plus c'est concentré, plus il y en a. Et où c'est que c'est concentré? Dans la matière. Et comme la matière c'est de l'énergie, selon la relation d'Einstein, que l'énergie est un rapport, une masse, avec le carré de la vitesse de la lumière, tout est énergie. Mais là où elle est le plus forte, c'est à l'intérieur du noyau de l'atome. Voilà. D'où... voilà. Bon, bref. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que on a 3 problèmes à résoudre, de mon point de vue. Mais je caricature, vous avez bien compris. Premier problème, l'énergie. Pour exister. C'est pour ça que les gars, ils chassaient pour bouffer, quoi. Voilà. Ça peut rester comme ça. Et le feu. Le feu qu'on n'a pas inventé. Hein. On entend des bêtises. Hein. Le feu, on l'a maîtrisé. Il existait. Deuxième question primordiale, la bouffe. Justement, pour produire notre énergie. Alors, la bouffe, j'inclus l'eau. Hein, donc, vous voyez bien, énergie, agriculture et eau. Puis un troisième truc. Allez visiter les grottes de Lascaux ou la grotte Chauvet, c'est la culture. Les peintures rupestres, c'est vital pour nous. Donc je résume, l'énergie, la bouffe et l'art. Et tout le reste, de mon point de vue, dépend de ça. Donc c'est secondaire. Donc commençons par régler les questions principales, et on verra comment se résolvent les questions secondaires. Tout ce truc n'est pas totalement partagé dans la pratique, de mon point de vue. Et ça, alors, si je regarde tout ce qui a été dit sur l'énergie depuis quelque temps, transition énergétique, je vais être très clair et très rapide. J'ai jamais de ma vie entendu autant de conneries. En 50 ans d'activité professionnelle, c'est désastreux. Je vais vous dire pourquoi. Mais c'est une orientation politique. Ça, c'est une question politique. Parce que ceux qui disent des conneries savent qu'ils disent des conneries. Et ceux qui les entendent ne sont pas obligés de le savoir. Y compris l'émission, ça en était plein. Excuse-moi, même s'il y avait des bonnes choses, c'était bourré d'âneries. Voilà. Donc sur l'énergie, autre réflexion, la première, vous l'avez compris, c'est celle qui tourne autour de qu'est-ce que c'est l'information, la désinformation, ce qui pose toute la question de l'école, de la culture scientifique et technique, les programmes scolaires sont désastreux, enfin bref, on peut discuter de tout ça, mais tout ça n'est pas gratuit. Deuxième question, je fais que poser des questions, moi. Hein. Après, j'ai quelques éléments de réponse, mais bon. C'est, il n'y a pas une solution. Ça, c'est une vue de l'esprit, voilà, du style, écoutez, formidable, le nucléaire, c'est extraordinaire. Faisons du nucléaire partout à haute dose, et on a réglé. Idiot. Idiot. Deuxième idiotie, le renouvelable soleil, c'est formidable. Mettons des éoliennes pour le vent et des solaires partout, et on a réglé le problème. Autant idiot. Ça, c'est la négation de ce que j'appelle la négation de la dialectique. Parce qu'on est tout le temps devant des contraires. Donc il n'y a pas la solution. Il y a des solutions. Et en plus, ces solutions ne sont pas, à un moment donné, d'un point de vue politique et technique, applicables partout de la même manière au même moment.
la situation de la France, de l'Ouganda et de l'Arabie Saoudite, c'est pas la même. La même question se pose en termes énergétiques, mais les réponses doivent être obligatoirement adaptées aux conditions concrètes. Bon, moi, j'aime bien Lénine, mais l'analyse concrète des questions concrètes, ça paraît quand même une sacrée question. Aujourd'hui, on est dans les nuages complets. Voilà, il y a des gens. En fait, ça cache quelque chose, tout ça. Et ça cache, mais mon collègue en parlera, ça cache qu'on ne veut pas que les gens maîtrisent les questions, parce qu'on veut que la question énergétique demeure un sujet où on fait du pognon avec. Donc il faut cacher les enjeux, ce qui renvoie à des questions économiques. Marx d'ailleurs avait bien compris, je vais le dire vulgairement, mais c'est bien écrit dans ses bouquins, il n'a pas tout compris Marx, hein, il a écrit des choses, il ne faut pas l'oublier. Il avait dit en gros le capitalisme a l'art de polluer et de gagner du fric en polluant, et il a l'art de dépolluer et de gagner du fric en dépolluant. Et certains appellent ça la croissance verte. C'est une mystification totale. La croissance verte, ça veut dire concrètement, il faut regarder les problèmes et les difficultés, mais il faut dire qu'on fasse du fric dessus. Ça ne marche pas cette affaire. Donc vous voyez que selon comment on prend les choses, la lutte de classe, ça n'existe pas, le profit, ça n'existe pas, il suffit d'avoir des bonnes volontés. On n'a jamais réglé les problèmes avec des bonnes volontés. Donc ça pose quand même des réponses adaptées et tout ce qui tourne autour des questions, j'ai fini, économiques et sociales. Ce qui est une bataille d'idées, ce qui est une bataille idéologique. Hein. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on avait écrit au 36e congrès et qu'il faut retravailler pour le 37e. Troisième remarque, j'en ai déjà parlé, je pourrais détailler, mais encore une fois, l'énergie ne devrait pas être considérée comme une marchandise comme les autres, comme l'eau. Donc ça pose tout de suite la question du pôle public, la maîtrise publique, etc. Alors, je disais aussi des choses basiques et je finis là-dessus. Après, les scientifiques, ils sont là pour chercher, se poser des questions en permanence, douter de tout, et avoir à un moment donné quelques certitudes, en sachant très bien qu'une certitude, elle peut être foutue en l'air quelque temps après. Mais foutre en l'air une certitude ne signifie pas qu'on annule la certitude, mais qu'on la dépasse. Ce qui d'ailleurs au passage explique que dit le parti ne dit pas on a aboli le capitalisme, il dit on le dépasse. Parce que souvent on n'a pas de certitude, même si on en a. Ça c'est la dialectique, ça. Bon, là, oui, la preuve c'est que si je lâche ça, ça tombe, j'en suis sûr, c'est pas vrai. Si je suis dans un satellite que je lâche, il ne tombe pas. Donc ce qui est sûr ici, grâce à la loi de Newton, est complètement faux quand je sors de la pression atmosphérique. Voilà. La politique, c'est pareil. Mais il faut avoir quelques guides. Alors, ça veut dire qu'il y en a qui manipulent des mensonges. Je parle de ceux qui manipulent, je ne critique pas ceux qui croient les mensonges. Par exemple, depuis le Big Bang, au point où on en est, la quantité de matière, d'énergie n'a pas varié. Hein, voilà. Il faut le savoir, ça. Ce qui change, c'est la forme. L'énergie, ça ne bouge pas. Par contre, on sait que ça se dégrade. C'est-à-dire qu'un système qui se transforme dans un autre dégrade l'énergie. Si vous prenez votre lampe, où il y a une pile dedans, vous la laissez dans un coin, 2 ans après, vous verrez que la pile s'est dégradée. C'est l'énergie dedans qui s'est dégradée. Bon. Donc, là aussi, hein, l'énergie, c'est un travail. Alors, ordre de grandeur, après il faut avoir ces ordres de grandeur. Une centrale nucléaire de 900 MW à peu près, pour donner un exemple, c'est l'équivalent de plus de 1160 éoliennes. Voilà, alors un calcul simple qu'on peut faire, hein, vous multipliez le nombre de centrales aujourd'hui par 1160, vous voyez le nombre d'éoliennes, ça en fait une tous les 500 mètres de Marseille à Paris. Bon, à peu près. Après, il y a les correspondances. Donc, je veux dire, il faut qu'on ait cette idée de grandeur pour ne pas tout confondre.
j'entends des propos du style, bon, un camion, un train de charbon, c'est pas bon, foutons 2 éoliennes. Attendez, l'énergie, ça a une valeur, ça se calcule. Et vraiment, dernière chose, sur lequel je veux quand même dire un mot, parce qu'il y a des mensonges plus graves. Je vais les citer, puis tu m'aideras après à dépatouiller. Premier mensonge quand on lit, le débat sur la transition énergétique a été faussé dès le départ. Parce qu'on n'a volontairement pas donné les enjeux. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas le danger, même si c'est terrible, du nucléaire, il y a des dangers sérieux, c'est pas le danger du charbon, où aujourd'hui il y a des milliers de morts par an, vous entendez, des milliers de morts par an dans les mines de charbon. Moi j'ai vu en Ukraine, il n'y a pas si longtemps que ça, comment ça crève au fond du trou. Voilà. Par manque d'énergie, on exploite, enfin, etc. Mais c'est rien à côté de ce qui se passe si on laisse passer la température à plus de 2 degrés dans les années qui viennent. Là, c'est des millions de réfugiés climatiques. Vous voyez ce qu'on vit avec les immigrés, là, qui arrivent de Syrie et d'ailleurs? C'est rien à côté de ce qui peut se passer. Donc ça veut dire que la question des questions, le danger des dangers, même si on peut discuter que risque et danger, c'est pas pareil, c'est de stopper, quand on dit stopper aujourd'hui, ça veut dire qu'on y arrive dans 40 ans, de stopper l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz. Raison de plus pour pas aller le chercher au fond, le gaz de schiste. Et vous vous rendez compte ce que ça veut dire? 80% de notre énergie dans le monde vient du pétrole, du charbon et du gaz. Donc, il faut stopper 80% de nos ressources. Ça ne va pas se faire comme ça. Et si on stoppe, il faut trouver des solutions de remplacement. Alors il y en a qui ont trouvé. Nous, la France, on est les meilleurs du monde. Aujourd'hui, on a trouvé. Eh bien, vous allez sucrer la moitié de votre consommation individuelle. Allez dire ça dans les endroits où ils n'ont pas d'argent pour l'électricité. Ou en Afrique, où par exemple, pour avoir des vaccins, on oublie que pour avoir des vaccins, il faut une chaîne du froid. Il n'y a pas de chaîne du froid, donc il n'y a pas de vaccin. Donc ça, c'est un premier mensonge. L'équation qui consiste à dire, et là, tous les gens du GIEC, j'ai encore discuté avec Jouzel la semaine dernière, qui a eu le prix Nobel, etc. Il y en a d'autres. L'équation qui consiste à dire, vu les problèmes, on fait des économies. La France a eu 50% de consommation en moins en quelques années, mais où on a vu ça? La population va augmenter, etc. Bon. L'équation économie, en grande partie pénurie, plus efficacité énergétique. Ça, c'est effectivement des progrès qu'on peut faire dans l'utilisation de l'énergie, qu'elle soit moins polluante. Plus renouvelable, solaire, éolien, un peu la marée, etc. Ça résout à peu près la moitié du problème. Et je suis optimiste. Il reste à résoudre l'autre moitié. Ça veut dire qu'y compris le GIEC dit, il faut une part de nucléaire. Et les communistes n'ont jamais dit, s'il y en a un qui me le fait écrire, j'ai tous les textes, on n'a jamais dit que tout nucléaire. On a dit un mix énergétique qui comprenne toute une série de questions, dont tu parleras, l'hydraulique, etc. Tout utilisé dans les meilleures conditions possibles. Donc ça veut dire qu'on a organisé le débat, non pas autour de la réponse aux besoins, mais autour de la réduction du nucléaire, donc de l'électricité. Or, l'électricité, ce n'est qu'un bout de l'énergie, de manière à organiser la déréglementation, parce qu'aujourd'hui, le taux de profit sur la construction de centrales nucléaires n'est pas suffisant par rapport au taux de profit sur d'autres énergies. On est autour de 10, 12%, 14% avec les subventions sur les panneaux solaires. On est à 4% sur le nucléaire. Et tenez-vous bien, et je termine vraiment là-dessus pour vous montrer à quelle catastrophe on peut arriver. J'ai pris les derniers chiffres hier après-midi. Économique. Actuellement, le coût complet d'un mégawatt-heure nucléaire, c'est 55 €. Le coût de remplacement aujourd'hui de tout ce nucléaire, avec toutes les mesures de sécurité nouvelles à prendre pour adapter, c'est autour de 70 à 100 € le mégawatt-heure. Vous voyez, un gros tiers de plus. Le coût complet du renouvelable, c'est entre 150 et 285 € le mégawatt.
Et vous savez à combien il se vendait hier soir sur ce qu'on appelle le marché de gros l'électricité? Il se vendait un peu moins de 30 € le mégawatt-heure. Donc, autrement dit, aujourd'hui, en produisant, on perd de l'argent. Alors, il y a une explication, c'est l'Allemagne qui nous met dans la merde. Parce qu'on est obligé d'acheter en priorité l'énergie excédentaire quand il y en a qui viennent du solaire et de l'éolien. Or, cette énergie, elle ne marche pas la nuit. Vous voyez les conséquences que ça a sur la sécurité des réseaux. Donc, ça pose bien une question de bien tout mettre sur la table, hein, de tout évaluer, et après, une fois qu'on a ces éléments, chacun se fait une opinion de la manière dont il veut organiser la société en fonction de la question de la réponse aux besoins, en sachant que la population augmente et qu'il y a des centaines de millions de gens qui n'ont rien.